écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Fatima Sharaf, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce samedi 12 avril, chargé par le président de la République, le chef de la diplomatie, prend part à la cérémonie d'ouverture du forum diplomatique d'Antalya hier. Les grandes questions de l'actualité internationale évoquées. Le traitement de la migration irrégulière exige une vision globale et intégrée. Plaidoyer du ministre de l'Intérieur, Brahim Merad, devant ses pairs italiens, libyens et tunisiens. Le ministre de l'Intérieur prend part à Naples à la réunion quadripartite de coordination sur la migration irrégulière. Attitude d'hostilité adoptée par la junte militaire malienne à l'égard de l'Algérie, attitude malveillante pour dissimuler la faillite de cette dernière, la junte militaire au Mali qui plonge le pays dans l'impasse. L'occupation israélienne émet de nouveaux ordres d'évacuation forcée contre les civils de plusieurs quartiers à Gaza. Plus de 400 000 civils ont été déplacés dans l'enclave palestinienne suite à la violation du cessez-le-feu par l'armée sioniste. L'autre fait majeur de l'actualité internationale, la Chine qui réagit à la surtaxe de 145% de droits de douane imposés par les États-Unis en appliquant la règle de la réciprocité. Pékin qui décide également de saisir l'OMC. Chez nous, le ministre de la Santé Abdelhak Seihi préside une réunion pour examiner l'état d'avancement des travaux de réalisation et d'aménagement des nouveaux établissements de santé. Leur mise en service est prévue pour le 5 juillet à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance. Et puis du sport avec le Paradou AC tenu en échec par le Moudia d'Al-Bayad lors de la 22e journée du championnat de Ligue 1. L'Asso Schlef vaincu par l'Entente de Sétif 1-0, une 22e journée qui se poursuit aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, bonjour. Chargé par le président de la République, le chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, a pris part hier à la cérémonie d'ouverture du forum diplomatique d'Antalya. En Turquie, les grandes questions de l'actualité internationale étaient à l'ordre du jour. Ahmed Attaf s'est entretenu sur la situation à Gaza avec le commissaire de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, et a évoqué également les démarches de poursuite judiciaire contre l'entité sioniste avec le procureur général de la Cour pénale internationale. La coopération bilatérale a été passée en revue également avec ses homologues de Croatie et du Tchad. Le traitement de la migration irrégulière exige une vision globale et intégrée, plaidoyer du ministre de l'Intérieur, Brahim Merad, devant ses pairs italiens, libyens et tunisiens. Le ministre de l'Intérieur a pris part hier à Naples à la réunion quadripartite de coordination sur la migration irrégulière. L'occasion pour le ministre de l'Intérieur d'évaluer le niveau de coopération et d'efficacité des mesures prises à ce jour. Brahim Merad a affirmé que les relations algériennes avec l'Italie, la Tunisie et la Libye connaissaient des niveaux privilégiés de progrès, je cite, de coopération étroite et d'action commune. En marge, il a révélé l'excellence des relations algéro-italiennes qui connaissent une dynamique insufflée par les dirigeants des deux pays. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur. La dynamique créée par le président de la République avec son homologue Mattarella et avec Giorgia Amelia Meloni, le Premier ministre, a ainsi porté ses fruits sous forme de projets concrets actuellement dans le sud du pays pour la récupération de 36 hectares et la création d'industries de transformation ainsi que dans d'autres domaines, l'énergie bien sûr et les industries légères et moyennes. On rappelle que l'Italie est le seul pays qui a été à nos côtés dans les moments difficiles. Brahim Merad, le ministre de l'Intérieur, depuis Naples. L'actualité, c'est également cette attitude d'hostilité adoptée par la junte militaire malienne à l'égard de l'Algérie. Une attitude malveillante pour dissimuler la faillite de cette dernière. La junte militaire au Mali qui plonge le pays dans l'impasse. Assimi Goïta empêche la tenue des élections et refuse de transmettre le pouvoir aux civils, entraînant une crise politique et constitutionnelle. Karima Hasnaoui. Assimi Goïta a reporté d'une manière unilatérale et pour une période indéterminée la période de transition qui devait se terminer en mars 2024. Goïta, le chef de la junte responsable du coup d'État de 2020 qui a évincé le président élu Ibrahim Boubacar Keïta. Sans calendrier pour les élections générales, ni de plan d'action, le retour à l'ordre constitutionnel au Mali est compromis. À Bamako et partout dans le pays, la gestion de cette transition par le putschiste Assimi Goïta est remise en question. Younous Touré, journaliste malien. Les Maliens sont dans l'incertitude totale. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce qu'ils vont partir? Est-ce qu'ils vont rester? S'ils veulent organiser les élections, participer aux élections,
qu'ils déposent les galons, qu'ils déposent la tenue militaire qui se présente aux élections. Maintenant, s'ils veulent organiser les élections, que ce soit dans la plus grande crédibilité, que ce ne soit pas d'élections bâclées. Jusqu'à présent, les Maliens sont dans l'impasse. La présence de la junte militaire à la tête du Mali compromet le respect des droits de l'homme, et cela en l'absence du critère de légitimité démocratique, nous dit Olfa Ouled, avocate française, spécialiste en droit international. On a une junte militaire qui est restée au pouvoir, qui ne transfère pas le pouvoir aux civils. Cela pose évidemment une problématique en termes de débat et d'opposition. En tout cas, ça ne permet pas de considérer que le droit international serait respecté. La junte à sa tête, Assimi Goïta, plonge le Mali dans l'incertitude et dans l'insécurité marquée par la recrudescence du terrorisme dans la région du Sahel. Et direction le Proche-Orient, 10 Palestiniens, dont 7 enfants, sont tombés en martyrs hier soir à Gaza dans des frappes menées par l'armée sioniste, l'occupation sioniste qui a émis de nouveaux ordres d'évacuation forcée contre les civils de plusieurs quartiers de la ville de Gaza. Plus de 400 000 civils, pour rappel, ont été déplacés dans l'enclave palestinienne suite à la violation du cessez-le-feu par l'armée sioniste. Les déplacés qui subissent également le blocage de l'aide et des fournitures commerciales, le plus long depuis le début de l'agression sioniste. C'était en octobre 2023. Le commentaire d'Ayman Chakra, analyste politique. Il en parle à Kalima Hasnaoui. Je crois que les nouveaux ordres d'évacuation sont en continuité de plan israélien de créer ces zones tampons dans le pont de Gaza et d'évacuer le plus possible des terrains. Tout franchement, ils n'ont pas besoin de prétextes pour continuer leur massacre. Et ceci n'a pas arrêté depuis plus de 18 mois. Je crois que c'est la continuité de cette politique israélienne, cette stratégie de créer le zone tampon et vider le plus possible des terrains, et juste rendre le pont de Gaza comme zone inhabitable, tuer le plus maximum des Palestiniens. Bien sûr, comme toujours, avec un silence total de la communauté internationale des pays arabes. C'était le commentaire d'Ayman Chakra, analyste politique, joint par Kalima Hasnaoui. Il est 7h07 sur les ondes d'Alger 3. Un chiffre à retenir ce matin, plus de 300 kg de pierres de différentes tailles. Des fragments de météorites ont été saisis par la gendarmerie de Mgeden relevant de Timimoun. Les analyses en laboratoire effectuées ont révélé que ces météorites sont des roches solides issues du système solaire qui ont atteint la surface terrestre et ont une grande valeur scientifique, notamment pour les astronomes, car elle représente la meilleure source d'information sur la formation du système solaire et la structure interne des planètes. Cette opération de grande envergure revient une nouvelle fois confirmer le niveau de formation atteint par les unités de la gendarmerie nationale, ainsi que la vigilance et les efforts continus fournis par les différentes unités, à l'instar des autres composants de l'armée nationale populaire, dans la préservation de la patrie et de ses ressources naturelles. Leur mise en service est prévue pour le 5 juillet 2025. À l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance, le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a présidé une réunion au siège de son département pour examiner l'état d'avancement des travaux de réalisation et d'aménagement des nouveaux établissements de santé devant être ouverts l'été prochain. Le ministre a souligné à cette occasion la nécessité de gérer les hôpitaux médicaux et les services médicaux de ces hôpitaux selon un système hospitalier structuré en raison pluridisciplinaire, y compris les hôpitaux de la capitale et celui de Boumerdès d'une capacité de 240 lits qui rentrera en service en juillet prochain. Plaidoyer pour une coordination et une mobilisation de tous les partenaires à Gherdaya pour mettre en œuvre une stratégie préventive et des mécanismes efficients de lutte contre les criquets pèlerins. Les participants à une journée d'information étaient unanimes à le souligner. Gherdaya, Mahfoud Karkar. Les services agricoles à Gherdaya ont consacré toute une journée de sensibilisation pour faire face aux criquets pèlerins en cas d'une attaque imminente. Belhaj Tirishin, chargé de communication d'ISA. 3 principaux axes. Premièrement, c'est la capitalisation de l'expérience de la wilaya de Gherdaya dans la lutte contre le criquet pèlerin durant les années 2003, 2004, 2005. Secondo, une étude bioécologique du criquet pèlerin pour que les agriculteurs, au moins, aient une détermination exacte du criquet pèlerin, parce que le criquet, il existe dans la nature, mais il n'est pas dangereux quand il est à l'état encore solitaire. Troisièmement, c'est d'étudier actuellement tout ce qui est le schéma préparatif après l'installation de postes de commandement de wilaya. Entre autres, c'est ce qui est de logistique technique au niveau des APC, une prospection préalable en cas d'une attaque imminente du criquet. Un système de veille a été élaboré ainsi qu'un travail de sensibilisation. Rabah Oulad Haddar, président de la Chambre agricole. Toutes les mesures matérielles et humaines sont prises pour l'éventuelle invasion de criquets pèlerins
pèlerins, à savoir les associations des agriculteurs, le recensement du matériel de lutte et le produit mobilisé, le système de veille collaboratif continue avec une sensibilisation. L'Algérie a beaucoup d'expérience en matière de lutte contre cette catastrophe naturelle. Le secteur de la santé, de son côté, tente de sensibiliser les citoyens sur les dangers de la consommation du criquet, sur leur santé après l'aspersion des pesticides. De Gherdaya, Mahfoud Kerker pour Alger 3. Initié par le wilaya d'Alger, le plan VLAN s'articule autour de la réhabilitation des bâtisses historiques et des quartiers populaires pour ses principales missions et de faire revivre le patrimoine matériel et immatériel et de faire d'Alger une capitale moderne. C'est le sujet signé Soraya Roslin ce matin. La capitale se dote d'un programme de développement et de modernisation ambitieux consacré à l'aménagement urbain. Le plan blanc d'Alger porte sur la réhabilitation des quartiers et bâtisses historiques, notamment la Casbah classée patrimoine universel de l'UNESCO depuis 1992. Première évaluation avec Saïd Glel, conseiller et chargé de la Casbah et du patrimoine à la wilaya d'Alger. On note 7 projets achevés, à savoir la nouvelle mosquée du Deil, la poudrière à la citadelle, l'historique dite maison Bouhired, la mosquée Al-Jamal Barrani, l'immeuble du 77 bis Frère Slimani dite maison Bachtarzi. On note aussi 11 projets en cours de restauration, le palais du Deil, le palais d'Iber, la citadelle d'Alger, le palais Hassan Pacha, le palais Ahmed Pacha, et on est en train de finaliser les études de la mosquée Sidi Ramadan. Dans quelques semaines, on va entamer les travaux de restauration du palais d'Arsov, Dar Sadaqa, la mosquée Ben Faris. Situé dans la basse Casbah, ce joyau architectural datant du XVIIe siècle connaît des travaux de restauration. Lydia Balawan, architecte chargée du projet de la restauration du palais Hassan Pacha. Alors, on a commencé tout d'abord par l'élaboration d'une étude historique et on a fait un relevé d'état des lieux aussi avec un scanner 3D. Pour moi, les peintures murales font l'exception de ce palais. Pour la concrétisation de ces projets, des entreprises et bureaux d'études algériens ont été choisis pour mener à bien cette mission. Des équipes pluridisciplinaires composées d'ouvriers qualifiés, carreleurs, ébénistes et archéologues restaurateurs travaillent d'arrache-pied pour livrer dans les délais impartis. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, la page météo avec Fatima Sharaf. Très bonne écoute.